Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode j'espère le premier d'une très longue série des podcasts de la communauté des investisseurs heureux, donc que j'ai fondé en 2010 au début le site s'appelait l'URL était www.devenir-rentier.fr et puis l'année dernière c'est devenu www.investisseur avec un s-heureux.fr et aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec celui qui a lui-même proposé l'idée de faire un podcast des investisseurs heureux, alias Super Pognon, qui est un des plus anciens membres du forum, vu qu'il est arrivé en 2010. Alors pour les besoins du podcast, le prénom qu'il a choisi, c'est Pierre. Donc on va l'appeler Pierre pour le cas où il veut déballer des tas de trucs sur sa boîte ou des tas de montages financiers borderline. Donc, ce sera Pierre. Donc déjà, salut Super Pognon, comment vas-tu et d'où vient ton pseudo? Est-ce que 14 ans après, tu le renies ou t'aimes toujours autant le pognon? Bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, 2010, ça fait loin. Je pense que je vais pas renier mon pseudo, je pense que je le porte bien. Je suis investi un peu par le pognon, donc je pense que c'est un pseudo marrant et je pense que je le conserverai, oui. D'accord. Est-ce que tu te souviens comment tu avais trouvé les forums à l'époque, sachant que c'est vrai qu'on était très bien positionné sur la requête devenir rentier sur Google, qui aujourd'hui est devenue populaire, mais à l'époque c'était pas si populaire que ça. Est-ce que tu te souviens comment tu nous as rencontrés? Je me rappelle plus très bien, mais je traînais un petit peu sur Boursorama, mais je trouvais pas ça très bien. On n'allait pas vraiment dans le fond des sujets, donc c'est vraiment le seul endroit où j'ai pu trouver des gens qui échangent d'une bonne manière et qui vont vraiment dans le fond des sujets. Oui, et ben justement, moi je l'avais fondé comme toi, j'étais sur les forums Boursorama et le problème c'est qu'il y avait il y avait des échanges qui étaient pas mal, mais il y avait aussi une censure qui était un peu trop facile. En fait, il suffisait de signaler une ou deux discussions de trois fois de suite et puis après tout était effacé. C'était un petit peu frustrant et donc c'est comme ça que j'avais été amené à créer le forum. Est-ce que tu te souviens en quelle année tu t'es inscrit? Je l'ai peut-être déjà dit en intro, mais 2010, voilà. 2010, je pense. Ouais, c'est ça, 2010. Et quelles avaient été donc tes motivations pour participer? Et aujourd'hui, quelles sont tes motivations encore pour participer? Je sais pas moi, est-ce que t'es pas lassé? Est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a déjà vu? Ou voilà, explique-nous. Alors, je pense qu'au début, je voulais beaucoup apprendre, partager, avoir des retours sur ce que je fais. Je pense que maintenant, je pense que j'écris beaucoup moins sur le forum, mais après, je vise vraiment les sujets auxquels je peux contribuer, où il y a un retour qui peut être important, parce que maintenant, on est vraiment très nombreux, donc je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui aura vraiment une très bonne réponse sur chaque sujet. Donc là, c'est plus difficile, je dirais, d'avoir une contribution qui apporte de la valeur. Il faut vraiment être sur un domaine précis et avoir une expertise pour avoir une contribution de qualité. Ok. Et alors, la dernière petite question d'introduction qui, après, ça va être beaucoup à toi de parler. Est-ce que tu crois au test de personnalité MBTI? Est-ce que tu connais ton profil MBTI? Et est-ce que tu peux le donner? Voilà. Est-ce que tu penses que ça dit quelque chose de toi? J'avais fait il y a peut-être 5 ans, je me rappelle plus le profil, mais sur le forum de mémoire, on avait un petit peu un profil un peu dans les mêmes eaux, un peu la même typologie de personnes, pour une majorité. Donc je me rappelle plus du profil, mais j'avais fait le test il y a environ 5 ans. Ouais, ben on était une grande majorité de INTJ, enfin, particulièrement au début du forum. Là, ça s'est plus diversifié, je pense, mais à l'époque, les gens qui allaient sur un forum comme ça, voilà, ils avaient tous un profil un peu dans l'introversion, la rationalité, la réflexion, etc. Donc, si tu penses que tu étais, Bon, c'est ça, oui. ouais, C'est ça. ça devait être INTJ. Ok. Alors maintenant, on va travailler un petit peu la relation dite parasociale. Et donc, je vais te demander de raconter un petit peu ton histoire, en tout cas ce que tu veux bien raconter. Je sais pas moi, d'où tu viens, quelle profession faisaient tes parents, si tu trouves pas ça trop intrusif de le dire. Et puis voilà, quelle carrière professionnelle tu mènes. Voilà. Alors je sais que l'exercice est difficile parce qu'il faut en dire un peu, mais en même temps peut-être pas trop en dire pour préserver la confidentialité. Donc à toi de gérer, Pierre. Ça marche. Pour le profil, les parents, mère instit, père ingénieur.
dans la formation, classe prépa et école d'ingénieur et carrière, donc ingénieur dans des grandes entreprises de l'industrie. Euh, voilà ce que je peux dire en gros. Et dans la carrière, j'ai fait un petit passage à l'étranger. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment réfléchir sur notre système en France, comment il est, avec les avantages et les inconvénients. Donc, je dirais c'est une étape, je pense, qui était importante dans ma réflexion personnelle. Ouverture un petit peu à l'étranger, voir comment c'est. C'était vraiment hyper enrichissant. Et actuellement, une vie un peu rangée, mariée, avec deux enfants en banlieue parisienne, dans une maison. Donc une, une vie bien remplie. T'as pas précisé ton âge, et comme du coup, Pierre, c'est pas ton vrai prénom, on peut pas juger par rapport au prénom quel âge t'as. Tu veux le préciser? Dans la quarantaine. Dans la quarantaine. Dans la quarantaine. Et donc, au niveau du boulot, ouais, effectivement, je me souviens, en fait, que tu avais été expatrié, je crois, dans un pays du Maghreb, après au C'est ça. lancement du forum. Et donc, ce que je comprends, c'est que tu avais un profil un peu ingénieur expert. Et à l'époque, je crois que ça avait été assez rentable, d'ailleurs, financièrement. Je crois qu'on avait parlé sur le forum. Tu avais dit que c'est une expérience très enrichissante et financièrement et voilà, sur le plan intellectuel. Est-ce qu'après, en termes de carrière, tu as réussi à évoluer, je sais pas moi, vers des postes de management, si jamais tu en avais eu l'envie, ou est-ce que c'était cette étiquette d'ingénieur expert, t'as un peu collé à la peau et puis t'as pas réussi à évoluer? Parce que j'ai vu que tu avais été assez actif sur une discussion sur les forums qui avaient attrait au management de la part de personnes qui sortaient de grandes écoles, parfois qui pouvaient être, je sais pas moi, un peu cassants ou pas assez expérimentés euh, par rapport aux gens qui manageaient. Donc, je me suis dit peut-être que tu exerçais là une fonction de manager ou comment tu as évolué là-dessus. Alors, c'est un sujet hyper intéressant. L'expatriation, c'est un peu un piège doré parce qu'on on est bien payé, on apprend plein de choses. Et au retour, on attend peut-être à avoir un retour sur ça. Et c'est très difficile, en fait, d'avoir le retour. Donc, il faut expliquer un peu l'expérience qu'on a eue, ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée. Donc, c'est un peu le piège. Le retour, souvent, il y a une déception. Parce qu'on ne trouve pas forcément les postes qu'on espère avoir aussi facilement. Donc, il faut se battre. Et le piège aussi des grands groupes, c'est quand on est loin du siège, on est loin du cœur, loin des yeux. Donc les gens ne nous connaissent plus. Donc voilà, pour évoluer, il faut être visible. Donc effectivement, le piège, c'est qu'on revient, on n'a pas le poste qu'on souhaite, ainsi de suite. Donc je trouve que c'est une première difficulté. Et après, dans les carrières, souvent, on est un peu forcé à faire le choix entre manager ou expert. J'avais réussi à pousser et à avoir des postes de management. Et dans mon dernier choix de carrière, en changeant d'entreprise, j'ai plutôt pivoté sur un rôle d'expert. La difficulté, c'est le rôle d'expert. Il n'est pas forcément bien valorisé en termes de salaire ou d'évolution par la suite dans les grandes entreprises. On préfère plutôt valoriser les parcours de management. Donc, ce qui pose un peu un problème parce que pour avoir des gens qui développent une expertise, il faut qu'ils restent longtemps en poste, qu'ils soient motivés, ainsi de suite. Donc, je trouve que c'est un peu la difficulté en France, c'est vraiment de valoriser le parcours d'expert. Et les gens, souvent, ils vous font entrer soit dans une case ou dans l'autre. Et c'est difficile à accepter qu'une personne puisse naviguer d'une case à l'autre. Et est-ce que tu te souviens à peu près des rémunérations que tu as pu avoir au cours de ta carrière? Donc, ce que je comprends, c'est que tu as fait une grande partie de ta carrière dans une grosse boîte et puis tu as changé récemment. Donc, en gros, tu aurais fait deux boîtes, si j'ai bien compris. C'est ça. Ouais. Et donc, en termes de rémunération, tu veux en dire un peu plus, donner quelques chiffres? Tu vois, on se la joue à Thune Podcast, on donne des chiffres. Parfait. Salaire d'embauche que j'ai eu, c'était 36 à 37 000 brut annuel. Donc, ça, c'était déjà après l'an 2000. Hein. Ça veut dire que c'est... Oui, oui, c'était avant les années de 2010, OK. 2008, 2009. Et donc, On est, ce qui semblait être dans enfin, un début à peu près cohérent pour un profil ingénieur, c'est la... oui, c'est plutôt dans la moyenne supérieure pour les ingénieurs. Donc, c'était plutôt un salaire sympathique pour un débutant. Et en expatriation, effectivement, là où c'était un peu le jackpot, j'étais à 5 000 net par mois, après impôt. D'accord. Et en fait, justement, quand tu es expatrié comme ça, au niveau des impôts, ça donne quoi? Parce qu'il y en a, des fois, il y a la rumeur, fausse ou pas, ou quand tu es expatrié, du coup, tu vas quasiment pas payer d'impôts.
Ça donnait quoi en fait dans ton cas? Dans la boîte où j'étais, tu signes un contrat d'expatriation et dedans, l'entreprise s'engage à faire les déclarations pour toi dans les pays hôtes où tu es et te prélève sur ton salaire un impôt théorique et en fait, ils prennent ça en charge. Donc toi, entre guillemets, par rapport à enfin, t'as pas de risque fiscal, c'est pris en charge par l'entreprise qui te prélève une somme pour ça, un peu comme un forfait. Ok, Donc donc toi, tu as 5000. juste un salaire qui tombe et basta. Ils ont des cabinets d'avocats qui s'occupent de faire les déclarations pour toi avec ça, tu es en règle. Ok, donc du coup, ça te faisait 60 000 net de chez net à l'année. Alors moi, que je suis plus dans le monde du salariat, donc je représente pas bien ce que ça fait. Ce serait peut-être l'équivalent d'un 90 000 brut, tu penses? 100 000 brut? Non, même plus, parce que comme c'était net, t'avais pas aussi les charges, enfin tout ce qui est charges, cotisations, donc c'était beaucoup plus que ça en fait. D'accord. Donc en gros, tu doublais, voire enfin, tu doublais ou triplais en fait ta rémunération avec laquelle tu as Oui, commencé en choisissant l'expatriation. En gros, c'est ça. c'était triplé, et après au niveau coût, tous les coûts sur place étaient pris en charge, donc j'avais zéro dépense. Et quand j'entrais chez moi en repos, j'étais chez mes parents. Donc j'ai fait comme ça 2 ans quasiment, 3 ans, avec un revenu à ce niveau-là, et avec en face quasiment zéro dépense. D'accord. Et alors, l'expatriation sur place, donc c'était un pays du Maghreb, donc avec une culture qui peut être un peu différente de la culture européenne. Est-ce qu'en fait, en dehors de ton boulot, tu faisais des trucs, t'allais voir des filles, je sais pas moi, t'allais boire un coup, ou en fait, c'était un peu genre métro boulot dodo, mais en version expatriée. Bah, je me retrouvais à bosser 6 jours sur 7 quasiment. Après, on pouvait des fois les week-ends sortis, mais c'était très très surveillé en fait. Il fallait demander l'autorisation. Tu avais un chauffeur qui t'accompagne, donc t'avais pas le droit, enfin, tu avais l'interdiction de te balader seul. Si tu voulais changer entre guillemets de département, il fallait le déclarer à la police. Donc c'était hyper compliqué en fait, si tu voulais sortir. D'accord. Mais Donc j'ai fait ton truc. quelques sorties, mais c'était pas chaque week-end. C'était une fois tous les 3 mois, je faisais une belle sortie pour aller voir un peu ce qu'il y avait à côté. D'accord. C'était la Libye ton truc ou c'était plutôt Maroc, Et Algérie, voilà, Tunisie? c'était pas un pays complètement safe, hein, donc il y avait quand même des dangers un peu terroristes. Donc il y avait des zones safe. J'ai pas vécu les problèmes, mais j'ai vu les mesures de sécurité contre les problèmes. Donc voilà, il y a une ambiance un peu particulière. Ok. Et du coup, tu sympathises avec les autres expats? En fait, il y a que des expats ou il y a des locaux sur place? Ça se passe Non, comment en non, fait? il y a un mélange d'expatriés et de locaux, voilà, sur un peu à tous les postes. Bon, après, plus tout le monde dans le management, plus il y avait des gens expatriés en fait. Ok. Et donc là, tu reviens et bah là, j'imagine que ton salaire, ta rémunération, elle diminue d'un coup. Tout à fait. C'est un peu une douche froide. Enfin, une douche froide, c'est normal, mais la difficulté, c'est effectivement, tu passes d'un endroit où tu as 5000 net, zéro dépense, et tu reviens à Paris. Là, il faut lâcher 1000 euros pour ton loyer. Le salaire, il est divisé quasiment par deux. Enfin, il est bien divisé. Il faut payer les impôts. Voilà, donc c'est pas du tout la même situation. Ok. Et donc du coup, donc voilà, tu as commencé débutant, après tu expat, ensuite tu reviens et après tu as combien d'évolutions de poste dans ton ancienne entreprise? Comment ça se passe en fait? Est-ce que tu vas Euh, végéter ou tu vas réussir à progresser un peu dans les échelons, si on peut dire, non, après, bien que tu aies l'étiquette expat? j'ai trouvé après un poste intéressant où je voyais un peu de tout, et justement, ça m'a fait acquérir une bonne expertise. Et après, j'ai réussi à progresser, mais bah, le poste suivant, effectivement, je suis resté dessus 4 ans, et c'était difficile de pouvoir bouger parce que tu as aussi l'autre syndrome dans les grandes boîtes. Quand tu fais bien le job, en fait, c'est difficile de te remplacer. Donc les gens, voilà, ils te recommandent pas forcément beaucoup, mais tu restes coincé dans le poste. C'est là où j'ai un peu appris ça de façon amère. Je faisais trop bien le boulot pour qu'on me laisse partir assez facilement. Et donc là, à ce moment-là, tu as quel niveau de rémunération? J'ai pas dû avoir grand-chose parce que les changements de poste, en fait, tu récupères 5 à 10% et les augmentations annuelles 2 à 3%. Donc, j'ai dû arriver dans les 40 à 45 000 bruts annuels.
Ah ouais, ça fait la douche par rapport aux années d'expat parce qu'au final, il s'est écoulé plusieurs années et puis c'est pas mirobolant. Ah ben, c'est sûr, une fois que tu as fait une expatriation payée comme ça, avant de revoir ce même salaire, il va pas se passer beaucoup, beaucoup de temps. Ok, et là, t'as quand même des primes ou des intéressements ou des trucs comme ça, vu que t'en es dans une grosse boîte ou c'est ton chiffre total que tu me donnes? Ça me paraît Alors là, pas énorme. c'est la rémunération fixe annuelle. Ouais. Après, sur ça, tu as des intéressements, participations, mais bon, ça monte dans les 2 000 € en plus Mhm. Enfin, 2 000 € à l'année ou par mois? sur un an. Ah ouais, Donc c'est un petit d'accord. plus, mais voilà, c'est pas un plus complètement fou. Je vois. Eh ben, écoute, tu vois, quand tu me dis ça, je me dis effectivement, faut pas être expert en France parce que je me serais attendu à ce que tu aies eu plus, quoi, en fait. Surtout avec l'expérience expat, quoi. Après, si tu veux avoir plus, malheureusement, il faut avoir beaucoup d'années d'expérience. Donc, je trouve que c'est pas forcément cher payé des fois euh, pour le temps que peuvent passer certaines personnes à devenir vraiment expertes dans un domaine. Ok. Et donc après, là, tu as changé, tu as réussi à faire un petit gap de rémunération. Comment Bah, changement de poste, tu récupères 5 à 10%. Donc, j'ai récupéré dans la même boîte 5 à 10%. Et dans le poste suivant, là où j'ai eu du bol, j'ai réussi un petit peu à combiner mes connaissances en finance, un peu d'autodidacte, en proposant des projets de rachat, en fait, à ma hiérarchie. Donc, et ça a permis d'être bien vu et bien noté de la hiérarchie. Effectivement, après ça, j'ai pu avoir des salaires un peu plus élevés sans vraiment négocier, où les augmentations annuelles dépassaient les 5%. Le changement de poste suivant, j'ai eu plus de 20% sans négocier. Donc, une fois que tu es perçu comme un ayant un potentiel plus élevé pour occuper des postes de management, je dirais que le compteur, d'un coup, il se débloque. Avant, on t'explique qu'il n'y a pas d'argent, on peut pas pour toi. Et puis, quand tu passes ce cap, étrangement, le compteur, il est débloqué et on te propose plus. Ok, donc là, du coup, ça te fait dans les 70 000 bruts annuels par là? Là, j'arrive dans les 60-65 000 brut annuels. D'accord, 60-65. Ouais, mais ton histoire du il y a pas d'argent, ça me rappelle quand moi-même j'étais salarié dans une grande boîte et effectivement, comme ça se passait à l'époque, je sais pas si c'est toujours d'actualité, en gros, il y a l'argent qui coule du haut vers le bas et ton chef doit récupérer un petit peu du ruissellement pour après le répartir dans l'équipe. Effectivement, si ton chef arrive pas à récupérer du ruissellement, bah déjà il y aura pas grand-chose pour toi dans l'équipe, que tu aies fait ton boulot correctement ou pas. Et la blague, c'est que comme moi, je travaillais dans l'informatique et qu'à l'époque, dans les années, allez, 2005, 2006, 2007, c'était pas aussi sécurisé qu'aujourd'hui. En fait, j'avais accès à la base de données où je voyais toutes les augmentations de salaire et les Ah, primes de tout le monde. Eh ouais. Donc ça va du être marrant coup, ça. c'était très marrant. J'avais même accès aux évals des gens. Donc je voyais par exemple des gens qui pour moi ne foutaient rien, mais qui peut-être travaillaient. Après, c'est ma perception. Voilà, des fois, on a l'impression que des gens foutent rien, mais ils font comment dire, À leur l'espèce. rythme. Non, il faut faire de la relation publique en interne ou on va dire, du travail transversal qui peut être apprécié, même si, voilà, du point de vue de celui qui produit, on a l'impression qu'il a rien produit, mais voilà, peut-être que par ces échanges de facilitateurs, voilà, il justifie une bonne éval. Mais voilà, donc j'avais vu des bonnes évals qui m'avaient surpris et par contre des mauvaises évals qui me surprenaient pas. Et j'avais effectivement vu que il y avait des augmentations qui étaient élevées et des primes qui étaient élevées, alors que nous on avait des clopinettes puis on nous disait, en tout cas pour cette année-là, que il y avait pas de sous. Puis au final, si il y avait des sous, mais dans d'autres services quoi, ou pour des N+1 ou des N+2. Donc c'était assez drôle en fait cette époque où j'avais accès à tout, mais ça n'a pas duré tant que ça. Mais j'ai pu mesurer en fait l'espèce d'hypocrisie, si on peut dire, qu'il y avait quoi. Et, euh, et donc Après, voilà. selon les boîtes, la marge de manœuvre, elle est plus ou moins importante. Moi, effectivement, j'ai occupé un poste de manager. On te fait une enveloppe de 2% pour toute l'équipe. Bah, forcément, ça va être compliqué, hein. Tu peux pas arriver avec 5% pour chacun. Et voilà, Donc, c'est ça. tu dois un petit peu moduler selon l'évaluation de chacun. Et forcément, les gens vont comparer avec d'autres équipes. Donc, s'il y a d'autres équipes qui sont mieux loties, t'es un peu plus handicapé, on va dire. Mhm. Ok. Et alors, tu as choisi de rester sur Paris, c'est volontaire ou c'est parce que c'est là-bas qu'il y a du boulot dans ta branche? Après, je suis enfin, les domaines que j'occupais dans ce qui est, je dirais, l'ingénierie, l'industrie, il n'y a pas 50 000 boîtes.
Donc, j'ai pas vraiment le choix en fait. Je peux pas aller hors de Paris ou peut-être dans d'autres pays. Euh, donc voilà, je suis un peu plus coincé en ayant choisi des jobs un peu plus spécialisés, peut-être un peu plus rémunérateurs par rapport à d'autres. Donc voilà, donc c'est un choix qui a des conséquences. On peut pas tout avoir. Voilà. Ok. Et alors, tiens, pour la curiosité, dans ta boîte, on a mis en place le télétravail, le travail hybride. T'en es où, toi, de ce truc-là? Alors c'était très marrant quand ça a été mis en place en 2020. J'avais un manager qui à l'époque m'expliquait que j'avais un jour de télétravail et que c'était impossible de manager en étant télétravail. Donc il m'avait fait le siège pour que j'arrête. Moi j'ai refusé. Je disais moi je peux très bien manager à distance sans aucun problème. Et après le Covid est arrivé, il a tenu le discours exactement inverse. Donc c'était assez marrant de voir ça. Non non, il y a du télétravail et les entreprises, enfin lesquelles que je connais bien, en fait elles l'utilisent pour réduire la taille des bureaux. Donc ils mettent en place du flex office et puis ils réduisent la dimension des bureaux, donc ça leur fait faire une économie parce que tu as moins de mètres carrés à louer, tu as moins de mètres carrés à chauffer, la cantine, tu contribues moins, ainsi de suite. Donc, c'est les entreprises qui ont des gens, je dirais, plutôt autonomes par rapport à d'autres et qui peuvent se permettre de mettre ça en place. Ok. Et donc là, il n'y a pas eu une demande pour dire tout le monde doit rentrer au bercail à Ah 100%. bah surtout pas parce que maintenant ils n'ont pas assez de place pour tout le monde dans leur bureau. Donc ils ne pourraient pas. Ok, donc parce que tu sais, dans l'actualité, on a vu des trucs comme quoi les boîtes disaient ça y est, c'est fini la fiesta, tout le monde doit rentrer, et ensuite c'est les jeunes qui disent non, on ne veut pas rentrer à 100%, on veut continuer à faire du télétravail, puis à bataille. Donc là, manifestement, la boîte, pour économiser des coûts au niveau des bureaux, elle peut de toute façon pas faire revenir les gens, et il n'y a pas de volonté d'acheter de nouveaux bureaux de ce que tu connais, quoi. Non, non, mais je pense que de toute façon, les boîtes qui feront revenir les gens au bureau, c'est les boîtes qui ont des gens qui sont peu autonomes, des managers qui ne sont pas forcément en confiance par rapport à la situation, qui cherchent à avoir plus de contrôle. Et il y a aussi des boîtes qui veulent tout simplement réduire les effectifs, donc c'est une façon de faire partir les gens. Ok. Et alors, est-ce que la vie à Paris ou en Île-de-France te plaît, même si ce que je comprends, c'est qu'elle est partiellement subie, ou en tout cas que le choix, voilà, que ce serait pas forcément ton premier choix, si j'ai bien compris. Tu t'y plais à Paris? Parce que je te pose la question, moi j'y ai plus mis les pieds depuis plus de 10 ans. De temps en temps, il y a des trucs qui me manquent. Alors, je vais les dire. En fait, ce qui me manque, c'est l'espèce de rendez-vous du midi un petit peu informel, tu vois, où tu vas au resto avec Pierre-Paul Jacques et puis finalement, sans trop forcer, tu tisses une espèce de petit réseau relationnel, alors que là, bah, en province, tu dois aller le chercher ou voir éventuellement remonter sur Paris, ce que je fais pas. Et donc ce côté-là où c'était facile d'avoir du réseau, ça me manque un peu en étant en province et à l'étranger. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors, ouais, moi, comment dire, je suis aussi à Paris, parce que j'ai deux enfants et effectivement, je dirais que les écoles sont assez bonnes selon l'endroit où t'es. Donc, il faut choisir les bons coins. Une fois que tu payes pour être dans le bon coin, tu peux être bien. Après, c'est que les dernières années, c'était un peu le bazar avec tous les travaux un peu partout, avec la préparation des Jeux Olympiques, avec les moyens de transport avec le Grand Paris. Donc, c'était un peu le bazar. Mais après, voilà, on s'y fait. Moi, j'ai la chance d'aller au travail sans y aller en métro. Donc, je suis pas très loin. Donc, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas forcément commun en Île-de-France, où tu peux facilement avoir une heure à faire avec le métro ou le RER, où ça peut être compliqué. Le train peut être en panne, tu peux être en stress, d'arriver à l'heure, ainsi de suite. Donc, j'ai les avantages et j'ai pas tous les inconvénients. Donc, pour l'instant, j'en profite comme ça. Mais voilà, effectivement, à voir à l'avenir, si je me retrouve à avoir un emploi qui est loin de chez moi ou le coût déménagement est important, bon, je vais peut-être me poser la question. Ok. T'as mis tes enfants dans le public, du coup, comme t'es bien placé? Exactement, c'est le but, c'est d'être dans un coin qui est bien, où j'ai pas besoin d'aller courir pour les mettre dans le privé. Ok. Alors, maintenant, tu veux parler de ta situation patrimoniale et éventuellement de l'évolution dans la manière que tu as eu d'investir ton argent ou même des objectifs que tu avais au départ? Parce que finalement, du coup, quand tu étais expatrié, tu étais assez jeune, tu gagnais beaucoup d'argent et bah donc tu aurais pu choisir, d'ailleurs tu l'as peut-être fait, t'acheter une Porsche ou que sais-je. Comment tu as géré tout ce pognon alors que tu étais assez jeune?
Alors, pour un peu donner de contexte, j'avais eu des donations de l'argent mis de côté de la part des parents et des grands-parents. Donc, j'avais, avant de partir en expat, un peu ça sur les épaules, mais la famille voulait que j'achète un logement, et moi, je trouvais qu'à l'époque, les logements étaient hyper chers, avec la fameuse courbe de Frigide. Donc, je Ouais, voulais pas. celle qui nous a rendu frigide, la courbe de Exactement, j'ai perdu de frigide. l'argent en n'achetant pas à l'époque, mais je me suis dit, je veux pas contribuer à la hausse des prix, en fait. Je veux pas être complice de ça. Donc j'ai refusé d'acheter, j'ai gardé l'argent placé sur les placements qu'il m'avait fait. Ouais, ouais. Et entre Euh, parenthèses, il nous a coûté cher, hein, ce frigide, là. ah Et, ben oui, oui, il nous après, a tous coûté cher, celui-là, avec moi sa je lui en veux courbe. pas, l'explication elle avait l'air d'être rationnelle, mais quand en face de toi, t'as la Banque centrale ou l'État qui aide les gens à acheter voilà, sans voir quelle est la valeur du bien, c'est un peu compliqué, donc je pense qu'il n'avait pas pris ça en compte. Mhm. Oui, donc j'ai pas eu de l'argent effectivement en n'achetant pas un bien. C'était une erreur, une première erreur. Mais ça m'a permis de me faire la main sur les investissements, donc ouvrir un compte titre, voir ce que me dit le conseiller en banque, voilà, essayer de comprendre ça et me faire une première action de dire, bah, c'est pas forcément performance qu'on me propose comme produit, donc de chercher moi-même plus loin à faire mieux. Et ce qui était bien, c'est que quand j'ai commencé à vouloir faire moi-même mieux, je me suis parti en expatriation, donc là, j'avais mon argent à moi et j'avais pas comment dire, de frein à le placer en bourse et à y aller plein pot, en fait. Contrairement à l'argent que, je dirais, les parents, les grands-parents ont pu économiser toute leur vie pour me passer, pour démarrer mieux la vie. Donc, cet argent que moi j'ai gagné moi-même, j'ai aucun frein à l'investir en bourse. Et- Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est un truc qu'on a déjà entendu dans le podcast Thune. En fait, c'est qu'il y a des gens qui héritent du pognon et ben, ils se sentent une espèce de comment on dit Un devoir, voilà un devoir de ne pas le devoir, perdre. voilà un devoir de ne pas le perdre, voire des fois une illégitimité, mais effectivement un devoir de pas le perdre. Et du coup, ça les stresse. Chaque fois qu'ils doivent s'en servir, en fait, ils osent pas. Alors, si c'est pour acheter une bagnole, ils se disent mince, est-ce que si je suis pas coupable d'acheter une voiture? Ou s'ils le placent, c'est mince, et si je le perds? Et donc là, ça, c'est ce que tu dis en fait. Exactement. L'héritage que tu avais eu, t'osais, voilà, tu t'osais pas trop, mais le fric que tu as eu en allant bosser en tant qu'expat, celui-là, tu pouvais le mettre en bourse et puis voilà, faire joujou entre guillemets. Ah bah, j'y suis allé plein pot. J'ai même fait, j'ai profité du salaire d'expat pour faire des crédits à la consommation, pour investir en plus, pour faire du levier sur ce que j'avais. Et donc ça, c'est quelles années à peu près pour qu'on se repère par Alors, rapport à la 2009, crise? 2009, 2010. Ah, donc post crack boursier, t'as eu tout Ah cet bah oui, j'allais investir à fond. Les gens me disent, mais t'es fou d'investir. Enfin voilà, je mettais l'argent au moment où les gens partaient en fait, et ah les gens ouais. me traitaient de fou en fait. Ouais, et ben, mais en même temps, un énorme coup de bol, hein. Bah, effectivement, là, tu as eu le cran de le faire à ce moment-là, mais du coup, un coup de bol de fou, parce que si ton expat avait eu lieu en 2007-2008, ça se trouve, t'aurais peut-être pas timé le marché, t'aurais mis le boost que tu pouvais en 2007-2008 avec un crédit conso, puis là, c'était pas la même histoire, en fait. Tout à Ouais. fait, c'est ça. Donc, t'as eu un peu de bol, on va dire. Et alors, je me souviens, je crois que tu avais un petit blog qui s'appelait Les Chroniques de Super Pognon. Et de Tout à fait. mémoire, tes premiers investissements, enfin, ceux que tu partageais sur le truc, t'étais pas mal sur des titres type Wendel ou Altamir ou des choses comme ça, non? T'étais pas un peu sur des holdings françaises ou Ah oui, des... alors j'avais pas mal de lignes françaises. Il y avait même des petites, tu sais, des instituts régionaux d'investissement. Il y avait plein de choses comme ça qui existaient et qui étaient rachetées au fur et à mesure par des plus gros investisseurs avec des très belles primes. Donc j'avais effectivement ça comme une belle partie du portefeuille. Donc c'était que de l'investissement direct à l'époque. De toute façon, il y avait pas trop d'ETF. T'étais pas rentré dans des OPCM ou t'avais des SICAV, Ah, des CP? j'avais déjà fait SICAV en 2007-2008 et j'avais voulu en 2009, je me suis dit, mais SICAV à baisse, je ne sais pas pourquoi en fait. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc je me suis dit, bah, je ne vais pas répéter la même erreur, je veux savoir ce qu'il y a. Donc j'ai acheté moi-même les choses en direct et je veux savoir ce que je détiens en fait. Donc je veux savoir ce que fait la boîte, ainsi de suite. Donc je confie pas à un gérant, je fais en direct. Donc j'avais acheté effectivement des holdings, j'avais aussi acheté quoi les caisses régionales du Crédit Agricole. J'avais acheté plein de foncières aussi ou plein d'autres boîtes, suivant un critère un peu bête avec un rendement sur dividende élevé en fait.
J'avais acheté pas mal ça et j'avais aussi complété avec des obligations où là j'avais été meilleur que sur les actions. J'avais eu des rendements hyper élevés. Parce qu'en 2010, on était sur la crise du crédit avec les histoires de la dette grecque et du reste. Donc tous les crédits corporate étaient vraiment en stress avec des rendements de 10 à 20% annuels. Ouais, est-ce que tu te souviens de la Cats de Casino? T'étais dessus? C'était un grand classique, celle-là. Bien sûr, moi, là récemment, ça a mal fini, mais à l'époque, oui, c'était un grand classique. Je vois. Allez, donne-nous un peu des chiffres, là. Faut te mettre à poil, la Pierre. Donc, t'as investi combien à peu près à cette époque-là? T'étais sur du plus de 100 000 euros, du coup? Alors, il faut que je retrouve mes fichiers pour Ah, la vérifier mémoire. les montants, mais j'avais entre 50 000 et 100 000 euros à l'époque. Et sur ces titres-là. Et d'ailleurs, retour d'expat, quand j'ai ouvert mon PEA, j'ai tout versé sur le PEA et j'ai atteint le plafond. Donc, j'en avais à la fin de l'expat pour plus de 150 000 euros. Investi. Donc, 150 000 euros investis. Et qui était devenu, du coup, combien, tu te souviens? Ah, ça, c'est à la fin de l'expatriation, j'avais 150 000 sur le PEA, donc c'était juste les actions. Et j'avais à côté un compte titre avec, je sais pas, 20 50 000 euros, facile. D'accord. Ah oui, donc en fait, ton PEA, il n'était pas nécessairement plafonné à l'investissement, en fait, parce que tu avais atteint les 150 000, mais Ah non, 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 attends. J'ai ouvert le PEA à la fin de l'expatriation. Avant, c'était sur compte titre. Donc, quand je suis revenu en France, j'ai transféré tout ce qui était action du compte titre sur le PEA. D'accord. Pas à payer en France, en fait, après. Ok. Et donc, du coup, au fur et à mesure du temps, est-ce que ton style d'investissement a changé? Tu es toujours resté sur les actions directes ou du coup, tu as switché? Alors, j'ai changé au fur et à mesure des années. Donc, au début, je commençais avec un peu le rendement sur dividende. Après, j'ai commencé à me dire, bah, le dividende, il est peut-être pas pérenne, en fait. Donc, il faut voir les comptes pour voir est-ce qu'il est pérenne. J'ai commencé à m'intéresser à un style plus value, donc regarder une décote sur les actifs. Donc, je m'amusais à voir les rapports annuels, à voir la liste des actifs, à calculer moi-même combien vaut l'immobilier que détient l'entreprise, ainsi de suite. Après, j'ai lu pas forcément que des bonnes surprises avec les décotes sur actifs, parce que des fois les actifs ils sont pourris, donc ils valent pas grand-chose. J'ai plus regardé après le compte de résultat, avoir un peu plus de valeur de croissance et je regarde plus comme à la manière du fonds d'investissement indépendance et expansion, plus sur les cash flows en fait. C'est Ok. vraiment plus la vraie mesure. Et après, là, j'ai moins de temps forcément à contribuer avec deux enfants en bas âge. Donc, je passe plus, voilà, je transfère plus d'argent sur ce qui est ETF pour avoir une gestion où je m'expose plus au niveau mondial et j'ai pas besoin de suivre un petit peu au jour le jour comment ça va finir, sachant que les dernières années ont pas été bonnes pour je dirais les petites capitalisations européennes ou françaises et ça a été plus drivé par les entreprises mondiales américaines, je dirais. Ouais, donc en fait, donc tu as commencé par voilà, le rendement sur dividende, après tu es passé sur les décotes sur actifs, ensuite la capacité bénéficiaire et puis finalement les ETF. Ouais, j'ai l'impression que c'est un schéma un petit peu classique en fait en termes d'évolution. Moi aussi, j'avais commencé par regarder les grands rendements sur dividende. Je me souviens, je crois que c'était en 2006 ou 2005, j'avais déjà du Thermador Group qui était Ah oui, ça également parle, oui, ça parle. ouais, c'était un grand classique. Un grand classique. Et alors, est-ce que tu as un souvenir d'un gros gadin ou d'une super opération? Je crois me souvenir quand tu avais les chroniques de Super Pognon, tu étais investi sur Wendel et je suis pas je suis pas sûr que le cours soit significativement plus haut qu'il n'était il y a Je suis 14 pas ans. resté longtemps dessus, donc à ma décharge, ça va. En termes de gadin, je pense que c'est Esso. J'ai dû perdre combien? J'ai dû faire un moins 50% facile et je sais pas, 30 à 40 000 euros perdus. Ah ouais, d'accord. Donc c'était pas nécessairement diversifié ton portefeuille si tu as Ben, perdu 30. euh, c'était une bonne position de mon portefeuille, je crois 20 à 30%. Donc j'avais dérogé à mes règles de diversification en me disant là j'ai vraiment une conviction forte et ça n'a pas payé, donc ça a été une leçon pour moi à apprendre. Est-ce que c'était lié un peu à ton domaine d'activité professionnelle que tu avais investi dans ce truc-là? Je pensais bien le comprendre ou rien à voir? Pas forcément, j'avais une petite connaissance du domaine, donc je partais pas sur rien. Mais après, je pense que c'est une leçon, c'est quand
On peut avoir raison, mais il faut avoir raison au bon moment. Et là, j'ai eu raison, mais vraiment trop en avance. Je Voilà, il n'y avait pas de catalyseur pour faire monter le cours, en fait. Ouais, bah, c'est souvent comme ça sur les trucs décotés. Moi aussi, j'ai des nanars comme ça où on se dit, ah, bah, ça décote pas mal, j'y vais, mais effectivement, s'il n'y a pas de catalyseur, ça peut décoter pendant très très longtemps, quoi. Et donc, comme en plus, là, dans le cas des sauts, donc ça appartient à Exxon, tu te dis, bon, bah, D'accord. si un jour il retire de la cote, t'as un petit catalyseur, mais s'il le laisse BGT forever, effectivement, il y a pas de catalyseur, en tout cas en termes de décote. Après, effectivement, les profits ils peuvent varier selon les marques de raffinage et tout ça. Je crois que c'était ce qui est arrivé, je sais plus récemment parce que je suis pas le titre où tout le cours de bourse avait explosé là, à peu près au moment de la guerre en Ukraine, mais je sais plus où on en est Tout à maintenant. fait, tout à fait. Donc Ouais. ça varie beaucoup selon la marge du raffinage et tu as deux effets. Tu as la marge qui va jouer sur le résultat, mais tu as aussi avec les stocks. Si le pétrole il vaut cher, bah, le stock il vaut cher, ainsi de suite. Donc ça va jouer pas mal sur le compte de résultat et la trésorerie. Ok. Et alors, il y a un titre qui t'a bien rapporté ou t'as quelques success story qui a. En bon titre, bah, peut-être Plastique du Val-de-Loire. J'ai dû faire un x10 dessus en partie. Bon, j'ai dû acheter et revendre. J'avais vendu, je crois, après un x5 et j'ai vendu après quasiment x10. Et après, j'ai dû racheter et revendre en divisant par deux. Donc, mais il y a un bout où j'ai fait x10 sur ce titre. D'accord. Donc, tout ça, toutes des petites valeurs en fait. T'as jamais été sur des grosses valeurs. Sur les grosses valeurs, j'ai dû faire des x2, des x3, mais j'ai pas eu de x10. Ok. Et alors du coup là ton portefeuille financier, on va dire PEA plus CTO, il est de quel montant à peu près? Le PEA, j'ai 420 000 euros dessus. Ah pas mal. Donc j'ai pas retiré, c'est tel quel. Et en plus, j'avais fait l'erreur de laisser 2 ans cash à un moment donné. Donc j'étais pris ailleurs et j'ai pas suivi. C'était une erreur de ma part. Donc j'ai perdu 2 ans de rendement. C'est un peu bête. Et je dois avoir à côté qui traîne un bon, pas forcément beaucoup parce que maintenant j'investis sur des assurances vie où je mets des ETF principalement. Donc en patrimoine financier, je dois en avoir maintenant pour plus d'1 million d'euros. Ah oui d'accord. Donc t'as donc autour de 420 sur le PEA. Donc là t'es plutôt là t'es toujours action en direct ou t'as déjà mis des ETF dans celui-là? Alors le PEA, je suis un peu filou. J'essaie de l'utiliser pour avoir l'avance sur titre de Boursorama. Et l'avance sur titre, si tu veux l'avoir, il faut avoir des titres éligibles et ils n'ont pas mis les ETF dedans. Donc Ok. je prends des titres en direct que je pioche un peu comme des idées à gauche à droite sur des fonds et des titres que j'aime bien, voilà, pour me faire un PEA diversifié. Dans les plus grandes lignes, je dois avoir du Christian Dior. J'en ai aussi du Christian Dior. Mais là à cause des Chinois, il a bien baissé Christian Dior. Bah oui, malheureusement, hein, la croissance mondiale est là-bas, donc quand ça touche un peu là-bas, c'est les boîtes comme ça qui. Ben, en tout cas pour le luxe. En tout cas pour le luxe. Parce qu'on pensait, on croyait que Christian Dior et Kering, tout ça, voilà, c'était le luxe, qu'allait bien, tout ça, tout va bien, toute la planète Terre est intéressée par le luxe. Et puis en fait, on s'aperçoit que c'était surtout les Chinois et un peu les Américains qui faisaient le cash flow de ces boîtes-là. Et bah du coup pour Kering, ça a bien baissé. Et puis pour LVMH, il n'y a plus de croissance là. Donc du coup CDI, Christian Dior, qui est la holding cotée de LVMH, et ben, du coup et le cours de bourse a baissé aussi. Et voilà. Et on se demande peut-être est-ce que le futur ce sera pas des vaches maigres pour Christian Dior, mais j'en ai aussi. Et donc à part Christian Dior, qu'est-ce que c'est? Euh, Peugeot Invest. Ah non, toi aussi. Ah Mais j'en avais merde. acheté à 30, 40 euros pièce, donc bon, je, Ouais, ça fait voilà. longtemps alors. Mais J'en ai depuis longtemps, donc mais c'est vrai qu'après, bon, j'hésite peut-être à m'en séparer parce que l'automobile en Europe, ça va être compliqué. Donc voilà, je me pose la question. Si je dois sortir un titre, ça peut être celui-là. Après, bon, j'ai du Total et voilà d'autres boîtes du CAC 40. Mais effectivement, c'est pas forcément une performance fantastique quand je vois les trackers, enfin les ETF monde. On est un petit peu en retrait.
Oui, tout à fait. Bah, déjà, quand tu compares le S&P 500 ou l'évolution voilà, des bourses américaines avec déjà les bourses européennes, tu as déjà un lag. Et puis ensuite, effectivement, après, il y a le stock picking. Est-ce que du coup, tu peux faire mieux ou tu arrives à faire mieux qu'un ETF monde synthétique dans le PEA? Et effectivement, avec des daubes comme Peugeot Invest, on n'est pas aidé pour surperformer. Et C'est sûr. je suis un peu revanchard, mais c'est parce que j'en ai depuis un petit moment. Et puis j'aurais dû vendre au mois de juin et j'ai pas vendu. C'est comme ça. Et donc sur l'assurance vie, t'as des contrats plutôt internet style Bourse Vie, Fortunéo Vie, tout ça, ou alors t'as des contrats bancaires aussi? Alors moi, je suis un fou de la diversification. Je crois que je dois avoir peut-être une vingtaine de contrats différents. Euh, donc c'est complètement fou. Plutôt Internet, je n'ai pas dans des banques, enfin dans les banques en dur, non, non. Voilà, j'en ai un peu chez tout le monde et comme ils ont la maturité fiscale, en fait, je me permets de déplacer l'argent à chaque fois dans le ou les meilleurs contrats. Donc, si un contrat qui est moins performant, je peux aller sur un autre sans trop être pénalisé du point de vue de la fiscalité. Ok, est-ce que tu appelles moins performant? Parce que si du coup, c'est plutôt sur des ETF monde ou des ETF boursiers, tu parles pas des fonds d'euros, tu parles pas des fonds euros en fait quand tu dis moins performant, ou tu as aussi des fonds euros et tu fais de la gymnastique entre les Non, différents fonds euros? c'est d'une manière générale en fait. Imaginons, je sais pas, ils augmentent les frais de gestion. Voilà, j'ai toujours un plan B en fait. Donc, je mets plutôt effectivement sur des ETF MSCI World et j'essaie de mettre sur des assurances vie qui ont des frais faibles. Par exemple, j'ai un contrat Linksea Spirit avec 0,5% de frais de gestion annuels. Et je mets aussi chez Boursorama parce que effectivement, il y a aussi la vente sur titre qu'on peut utiliser avec l'assurance vie. Donc, c'est un moyen contourné de mettre un ETF et d'avoir un crédit en face chez Boursorama. Ok, et là, si on parle juste de tes investissements financiers, en fait, le montant, alors donc je vais noter sur mon papier 1 million, si je me suis pas trompé, ou j'ai mal noté, donc ça faisait 1 million à peu près le total, 420 sur le PEA et puis environ 600 000 sur les assurances vie, c'est ça que tu as dit? On peut dire ça à la louche. Ah, parce qu'après, dedans, j'ai aussi, alors un placement financier, j'ai un PEL des années 80. Ouais. Donc dessus, j'ai plus de 100 000 euros et qui rapporte 4,6% brut. Donc ça, c'est un truc que je touche pas. Et ouais, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que par rapport au salaire, à la rémunération que tu as indiqué, certes, il y a eu la partie expat, mais au final, je trouve que c'est pas mal d'avoir 1 million de patrimoine financier avec la rémunération que tu as actuellement. En fait, après, on n'est pas rentré dans le détail des revenus de ta femme et tout ça, mais ça avait une bonne capacité d'épargne, en tout cas, de l'extérieur. Tu vois? Ben, en fait, ces dernières années, j'ai souvent eu plus d'évolution du patrimoine enfin, que le salaire qui contribue. Donc le salaire, ça avait surtout à couvrir les frais courants. Et c'est vraiment les revenus de placement et les plus-values qui augmentent tout seul, en fait. C'est vraiment l'effet boule de neige. Moi, je le vois à plein pot. J'ai des Ouais, variations chaque jour ou chaque mois qui sont plus importantes que mes salaires mensuels ou annuels. Donc, voilà, c'est la boule est lancée, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Donc, il faut juste travailler sur une bonne allocation pour que ça tienne. Ouais, mais j'ai un peu le même truc que toi. C'est sûr que quand on commence à dépasser les 600, 700, si tu fais 10% tout de suite, ça te fait déjà 70 000 en plus. Forcément, ça commence à faire un peu de chiffres à partir de ce truc-là. Mais malgré ça, je trouve quand même que t'as un beau patrimoine financier par rapport à la rémunération que tu as indiquée, spécialement en habitant à Paris, puis en ayant des enfants, même en jeune âge. Et est-ce que tu as des SCPI ou d'autres types d'actifs en dehors de ça? Oui, j'ai plein de choses différentes. Alors, les SCPI, j'en avais acheté un tout petit peu pour me faire la main, pour voir un peu comment c'est. Et j'ai aussi reçu, je dirais, enfin, c'est aussi dans une ville de transmission par mes parents. Donc,
qui me font donation d'argent et après on achète ensemble en démembrement une SCPI. Comme ça leur fait un revenu pour la retraite et moi en face j'ai la nue propriété. Ok, donc eux, ils prennent le fruit et toi, la nue propriété, et du coup, t'as pas d'impôt à payer sur ces trucs-là. J'ai quasiment rien. Il y a des fois des plus-values à déclarer, mais c'est des montants très faibles. Ok. Et en SCPI, alors, t'as quel montant? Je dois avoir l'équivalent peut-être de 80 000 à 100 000 euros. D'accord. Ok. Et alors, les autres actifs, vu que tu as plein d'autres choses, t'as dit, c'est quoi? T'as le fonds de BPI, t'as des Alors, FCPI, des FIP, euh, des Sofima, Sofica, j'ai des j'ai pas mal groupements de choses que tu forestiers. cites. Alors, on peut faire la liste, hein. De l'épargne salariale. Avec le groupe actuel, j'ai une belle épargne salariale, donc je dois avoir peut-être un peu plus de 100 000 euros. Ouais. Donc c'est un beau montant. Donc j'ai actuellement des bons intéressements, des bons abonnements, et tous les 2 ans on peut acheter des titres avec une décote. Donc à chaque fois j'y vais à fond et ça fait que j'ai en cumul plus de 100 000 euros. Ok. J'espère que t'es dans une bonne boîte, parce que si ça fait comme la Société Générale ou Ah, Ubisoft, faut pas trop mettre dessus, quoi. alors je vais pas dire le nom, mais c'est une des boîtes, la boîte préférée des petits actionnaires en France. Ah non, Air Voilà. Liquide. Ouais, désolé, je te dis non. C'est Air Liquide, soit c'est Hermès. Mais bon, c'est Voilà. plutôt Air Liquide à mon avis. Mais bref. Je comprends. Voilà. Je ferai pareil. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi, je connais quelqu'un qui était comptable chez Air Liquide, qui a pris sa retraite, voilà, il y a quelques années. Et en fait, voilà, il mettait tout l'argent de la participation en Air Liquide. Et maintenant, ça lui fait un bon complément de retraite, alors que par rapport au salaire qu'il avait, il aurait pas dû avoir voilà, un patrimoine très élevé, mais il a plus de 100 000 euros d'actions Air Liquide, et puis bah, mine de rien, ça lui fait un petit dividende et tout ça, et ça lui complète pas mal sa retraite. Donc c'est sûr que quand tu es dans une bonne boîte et que bah, tu peux acheter des actions avec une décote, ça améliore vachement bah, ta capacité d'épargne à investir, et ça vaut vraiment le coup. Mais encore une fois, tu n'as pas dit que tu étais chez Air Liquide, c'est moi qui présage. Tout à fait, je ne répondrai pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est des entreprises très belles et qui proposent des conditions attractives. Donc voilà, il faut s'en saisir. Et je m'en suis saisi. Donc ça fait une belle somme. Après, j'ai peut-être trop par rapport à l'entreprise en fait. Donc c'est peut-être aussi un risque en plus. Donc attention à ne pas en mettre trop par rapport à son patrimoine. Alors après, qu'est-ce que j'ai? J'ai des groupements forestiers. J'en ai quasiment pour 100 000 euros. Ah, c'est quoi le but avec ça? Alors, j'ai une belle surprise, c'est que j'en avais acheté, je sais pas, en 2009. Et si je fais les comptes, le premier que j'ai acheté, il a eu un rendement avec la valeur de la part qui a augmenté, de 7 à 8% net d'impôt. Ah, mais c'est énorme! Normalement, c'est 1 à 2%, mais je pense que le prix du foncier s'est un peu emballé et qu'ils étaient bien positionnés. Donc celui-là, j'ai de la chance sur le premier. Les autres ont moins rapporté, mais voilà, j'ai eu un peu de bol sur le premier. Je trouve que c'est sympa d'en avoir. Tu as les avantages à la transmission aussi par rapport à l'époque à l'ISF. Donc je trouve ça sympa comme diversification. Après, effectivement, j'attends pas un rendement hyper élevé, mais je pense que j'en reprenais pas plus. J'ai atteint un petit peu le cap. Et parmi les défiscalisations, je pense que c'est une des moins pires. Donc c'est pas si mal. Donc c'est voilà, pourquoi pas en avoir un petit peu, mais attention aux frais, parce qu'il y a plein d'acteurs qui se lancent et ils sont pas forcément tous au rendez-vous en termes de performance, mais voilà, ils te prennent des frais importants. Donc attention à bien sélectionner. Ok, t'as d'autres trucs? Alors j'avais fait effectivement des FCPI, des FIP, et c'était une erreur de jeunesse que je ne referai plus. Donc voilà, ils ont tous fini plus ou moins en perte, même si j'avais passé du temps à choisir des gestionnaires qui étaient meilleurs que les autres. Donc ils sont pas encore soldés et ils arrivent à proroger leur fonds au-delà de la durée légale. Donc c'est un peu C'était énervant. 8 ans, la durée Oui, officielle. je sais plus quelle est oui, c'est 8 ou 10 ans, je crois. Donc Et là, on en a combien? alors moi, il me reste deux. J'ai plus beaucoup dessus. Je dois avoir 2 ou 3 millions qui traînent, mais bon, c'est un peu agaçant de voir cette ligne. Ouais, mais t'as pas répondu sur le nombre d'années, en fait.
pour Alors, donc, l'anecdote. je les ai achetés, quoi, en 2012 et en 2013. Ils ont toujours pas fini. D'accord, donc ça fait 11 C'était et plus de 12 10 ans. ans. Ouais, J'avais en tête 10 ans, en fait, de durée de vie. d'accord. Et donc, à part, on a fait le tour, là, ou t'as encore des trucs, Alors, j'ai t'as d'autres pas des choses. vaches, hein, ou de l'or, Ah, ou de l'argent? les vaches, j'avais étudié, mais j'ai pas fait. Ah oui, j'ai fait aussi un peu de private equity. En direct? Alors maintenant, tu sais, il y a des offres qui se font où quand tu es classé un peu client professionnel avec un investissement minimum de 100 000 euros, tu acceptes un espèce de fonds avec un peu moins de frais par rapport à d'autres. Donc ça, j'en ai acheté un où il investit dans un fonds unique qui fait du secondaire. Et voilà, j'ai eu du bol, j'ai pu négocier un peu un meilleur prix sur les frais de gestion. Donc, j'ai eu moins de 1% de frais de gestion annuels sur ce fonds. Et après, tu as les frais du fonds lui-même. Donc ça, j'en ai acheté un. Donc dans ça, tu verses pas en une fois. Donc tu t'engages sur un montant, 100 000 euros. Et tous les 3 mois, ils t'appellent pour verser un montant, en fait. Donc tu connais à peu près la courbe de besoin et tu verses à la date. Et tu es obligé de verser, en fait. Donc, il faut vraiment respecter le planning et faire les versements à temps, sinon, voilà, ça va mal se passer pour toi. Et ça, le but, c'est d'avoir un taux de rendement supérieur à 15%. Et là, t'es engagé sur une durée. Et est-ce que tu sais le fond, quelle est sa stratégie, s'il va faire plutôt, je sais pas moi, du LBO, s'il est plutôt orienté Alors, c'est une gros, stratégie tout ça? de secondaire, en fait. Ils rachètent des fonds ou des entreprises et qu'ils revendent juste après. Donc, la courbe en J, elle va être un peu plus écrabouillante, entre guillemets. Donc, le retour va être plus rapide. Ok, mais il les rachète avec levier ou il les rachète, Non, il je n'y sais a, il pas, y a à des pas de levier. fondateurs? Non, non. D'accord. Donc, il rachète éventuellement des boîtes qui marchent pas très bien. Il les, je sais Ah pas non, ils comment. rachètent à d'autres fonds de private equity Mhm. qui sont pressés de vendre, en fait, parce que derrière le private equity, en fait, ils essaient d'avoir le rendement le plus élevé. Donc, il faut que le cash, en fait, ils le rendent très vite. Donc, il y en a qui ont du mal à vendre des fois des participations qu'ils ont. Donc, ils vont vendre avec une décote très vite pour rendre l'argent à leurs souscripteurs. Donc, ce fonds-là, lui, il va intervenir pour justement venir prendre des décotes à des fonds de private equity pressés. Et Ok. lui, après, il va revendre juste après derrière en prenant un peu plus de temps sans la décote. Donc, ce qui D'accord. fait que ce type de fonds, euh, tu t'engages sur 100 000 euros, mais ils vont appeler moins d'argent que les autres fonds. Donc, ils vont appeler, je sais pas, 60 à 70 000 euros maximum. Et le retour va être plus rapide, hein. Il va peut-être revenir vers, je sais pas, 4 5 ans, alors que les autres, c'est plus 6 7 ans, 8 ans. Ok. Et t'es sûr que c'est pas du marketing et qu'en fait, le fond qui soi-disant a le couteau sous la gorge, au final, il n'en profite pas pour sortir à bon compte en refilant la patate chaude à ses copains qui eux-mêmes ont fait souscrire à des particuliers? T'es sûr Après, de toi? après j'ai vérifié le track record du gérant, où il a fait des fonds pendant des dizaines d'années comme ça. Donc, tu vois à chaque fois à combien ils sortent. Donc, je préfère si les gens ils font un peu des entourloupes, ils se grillent un peu dans leur profession, donc ils vont être un peu cuits. Le challenge, effectivement, c'est de choisir parmi les meilleurs fonds et de ne pas avoir un nanar. Par exemple, les nanars, c'est les FCPI que j'avais pris, où les gars faisaient un rendement négatif. Là, ils ont un track record où ils font à peu près la même chose tout le temps. Donc, je m'attends à avoir moins de surprises. Mais après, là, j'ai pas tout mis dessus, en fait. Et j'ai pris le minimum et je prends d'autres fonds pour diversifier le risque, pour pas avoir sur la même stratégie ou pas sur les mêmes gérants. Ok. Et là, ces fonds-là, tu les as trouvés via des plateformes internet ou t'as un conseiller en gestion de patrimoine ou quelqu'un qui t'a orienté dessus? Alors, je fais en direct, enfin en direct, il y a des gestions, pardon, des plateformes en ligne qui se développent pour les distribuer aux particuliers ou à des CGP. Voilà, il y en a 4-5 qui existent, il y en a qui sont américaines, d'autres françaises, donc voilà, on peut en trouver pas mal. Tu veux donner des noms ou tu veux pas donner des noms? Bon, les gens peuvent les trouver, il y en a Ok. vraiment, c'est assez facile. Bon, la plus connue, c'est Moonfair. Euh, le piège de ces fonds-là, c'est qu'il faut vraiment, on peut pas choisir un nanar ou un fonds moyen, il faut choisir uniquement les meilleurs et il faut faire attention aux frais de gestion. C'est parce que vous avez les meilleurs fonds, si vous vous récupérez après 2,5% annuel, bah, là, autant prendre un tracker en fait. Voilà, donc faut vraiment faire attention
avoir vraiment le bon fond, le bon track record et ne pas surpayer les frais de gestion. Là, quand tu dis les frais de gestion, c'est la surcouche. Donc, si je comprends bien, La surcouche, ouais. voilà, c'est un fond donc c'est plutôt des fonds de fond. Donc, Oui, on va dire, le fond qui est au-dessus, lui, il peut prendre 1% et on espère pas de commission de surperformance. Après, les fonds qui sont en dessous, là, probablement, j'imagine, c'est un classique 2% plus 20% à la surperformance. tout à fait. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour là Oh, ou ouais, j'en ai encore plein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, En j'avais fait, c'est aussi la acheté. c'est la collectionnite de l'investissement, tu sais. Exactement, exactement. C'est mon défaut. Donc, j'oscille des fois entre simplification, j'ai mis plein de trucs, ou des fois, j'en rouvre plein. J'ai aussi fait des pièces de monnaie et ça n'a pas été un bon investissement. C'était des pièces de monnaie en or, en argent que j'avais pris de la monnaie de Paris. Et alors que l'or a fait x3, x4 depuis, bah, les pièces, elles n'ont pas fait cette performance-là. Donc ça, c'est assez décevant. J'ai aussi fait pas mal d'investissements en PME et la plupart ont mal fini en fait. Donc là, comment tu les avais trouvés? Ah, c'était il y a 10-15 ans, il y avait plein de plateformes qui en proposaient. C'était un peu, je m'étais dit, bon, les fonds, le gestionnaire prend une marge énorme, enfin, il se prend plein de frais, donc c'est lui qui plombe tout. Donc si je prends en direct, déjà, il y aura plus l'intermédiaire qui va se gaver. C'était un Le manque genre de... de crowdfunding equity avant l'heure, alors, ce que tu décris? Oui, oui, il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de ça. Et ça finit pas bien parce qu'effectivement, les gens qui trouvent pas de financement, c'est les nanars. Donc, tu te retrouves avec des boîtes qui vont faire un peu n'importe quoi. Donc là, pareil, j'ai pas mis forcément des montants importants, mais je dois toujours être trace j'ai des petits morceaux de boîte qui traînent avec des montants faibles. Donc ça, c'est une leçon à avoir, c'est que des fois, voilà, c'est difficile de trouver soi-même des boîtes de ce niveau-là à investir. Et qu'est-ce que j'ai en plus? Ah, un truc sympa. Alors, j'avais monté il y a un peu moins de 10 ans un club d'investissement. Est-ce que tu connais? Ouais, tu vois. C'est à la mode, oui, c'était à la mode il y a une dizaine d'années. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais oui, je me souviens qu'il y avait des gens sur les forums Boursorama, peut-être qui proposaient d'ouvrir un club ensemble, Alors, qui ont des affinités régionales et tout ça. Et tout à après, fait. t'investis ensemble dans le cadre du club. Mais par contre, au niveau fiscalité, je sais pas ce que ça donne en fait. Donc, dis-nous. Alors, le club, c'est en fait un compte-titre en indivision et il a un régime fiscal de faveur. Donc, pendant la vie du club, tu es imposé à ta quote-part sur les dividendes et les intérêts, mais il y a un différé d'imposition des plus-values. Ok. Tu payes pas d'impôt sur les plus-values tant que le club il est actif. Et à la fermeture, soit tu liquides les positions, tu partages le cash, et là, tu es imposé sur la plus-value faite pendant la vie du club, ou soit tu partages les titres qui partent avec leur prix de revient chacun à chaque souscripteur du club. Et donc là, tu peux pas en sortir tant que le club est pas dissous? Je pourrais en sortir, mais ce serait pas fiscalement avantageux. Je pense qu'on va l'arrêter d'ici 6 mois, un an. Donc j'avais versé dessus un peu de sous, et là, dans le club, il y a plus de 200 000 euros. Donc on est une dizaine de membres, et on a une valeur de plus de 200 000 euros. Et moi, je devais avoir à peu près 20% des parts avec les versements que j'ai pu faire. Donc là, j'ai un peu environ combien ça va faire? 40 000 euros, 50 000 euros. Ok, et c'est quoi la stratégie du club? C'est Ah bah ça fait un peu le même cheminement que celui que j'avais. Tous les donc membres ont fait un peu le même truc. Donc on est parti sur plein de titres dans le détail. On se challengeait. Ah oui, j'ai fait les comptes. Celui-là, il rapporte plus, ainsi de suite. Et là, on a fini avec des ETF. ah, c'est dingue, hein. Ouais, bah tu vois, c'est un peu moi aussi c'est pareil en fait. Donc dans le PEA, j'ai des titres en direct France, mais c'est vrai que sur le CTO, je mets de plus en plus souvent des fonds fermés anglais vu que ils n'ont pas le comment dire, ils ont pas le problème des fonds ouverts habituels des OPCVM qui doivent où le gérant doit gérer les entrées et les sorties de flux. Donc du coup, au niveau investissement, c'est un peu plus compliqué. Alors que là, bah, comme c'est des fonds fermés, ils ont de la visibilité sur les encours, donc ils ont, allez, on va dire un peu plus de facilité à investir. Du coup, ils peuvent aussi mettre un petit peu de levier. Donc souvent, ils sont endettés, voilà, entre allez, 3 et 10%.
Et puis au niveau des frais, ils sont beaucoup plus réduits parce que tu vas être à 0,5, 0,6, 0,7% de frais de gestion à l'année. Et souvent, ils ont une politique de dividendes croissants. Donc finalement, ça fait un petit peu le job que je cherchais parce que du coup, je me retrouve avec des titres qui ont des dividendes croissants. Voilà, puis il y a un tracking record au niveau des dividendes qui est très long. Parce que souvent ils ont un petit matelas d'ailleurs pour payer le dividende. Et puis en même temps la gestion est diversifiée avec des fois un peu de mon côté et tout ça. Et donc au final je me suis rendu compte que Ouais, c'est un c'était bon choix, je pense. ouais c'est mieux que au final c'est mieux que ce que je fais moi-même parce qu'en plus des fois moi mon défaut mais tu l'as eu peut-être aussi c'est pas que tu tombes amoureux de les boîtes dans lesquelles tu investis mais voilà t'es dans la logique buy and hold. Donc tu peines à prendre tes profits et puis de temps en temps tu avais des profits et puis tout d'un coup tout s'est barré parce que le contexte a changé et tout ça. C'est par exemple le cas là sur un titre que j'ai Pernod Ricard. Bon voilà, j'avais ça en plus-value et puis maintenant il est en moins-value puis je sais pas s'il va revenir en fait, tu vois. Et ça c'est vrai que ça fait un peu chier quand c'est comme ça. Alors quand c'est des fonds ou des ETF, déjà tu as moins de scrupules à alléger les positions parce que c'est plus impersonnel et puis de toute façon comme c'est diversifié là le buy and hold est moins pénalisant que si tu as voilà un titre en direct qui tout d'un coup son contexte a changé mais t'as pas vu que le contexte a changé ou tu l'as vu trop tard quoi. Donc Bah, c'est je pense, un investisseur, il faut travailler sur ses biais. Tu vois, j'ai eu les mêmes soucis que toi, en fait. Plus tu t'investis dans la compréhension d'un titre, plus tu es engagé avec ce titre et plus tu auras du mal à le lâcher. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience pour ne pas tomber trop dedans, en fait. oui, et je me suis aperçu, mais peut-être que du coup dans le club vous aviez peut-être ce truc-là, c'est que sur les forums des investisseurs heureux ou la communauté des investisseurs heureux, plus on passait de temps à défendre un titre, en fait, plus on accroît cette espèce de biais d'engagement. En plus après, on n'ose pas le vendre pour pas passer pour un con, pour une girouette, et ça entretient encore un espèce de buy and hold qui est un peu excessif ou malsain. Et du coup là dans votre club. Euh, Au moment où vous deviez, je sais pas moi, présenter vos idées, etc. Est-ce que je sais pas, le fait d'en parler, ça accentuait pas ce biais de non non il le faut celui-là, faut le garder et tout, ou alors vraiment vous étiez challengés les uns avec les autres et puis ça faisait une espèce de contre-pouvoir justement. Bah, alors, c'est difficile. Moi, j'ai essayé de faire un petit peu un consensus, en fait, pour pouvoir prendre les titres, pour pas qu'il y ait, je sais pas, un clan pour, un clan contre, et d'essayer d'obtenir un consensus sur les titres pour, si ça se passe mal, voilà, un tel, il nous a filé un mauvais conseil, ça va pas, tu vois. Donc, essayer d'avoir un petit peu un consensus sur les titres à prendre, sachant qu'il y a une espèce d'intelligence collective, tu vois. Moi, par exemple, j'avais poussé pas mal pour le titre CAPS. Bon, il y a un moment donné où j'ai bien gagné avec, et puis l'autre moment où c'est parti à zéro. Euh, donc, il y avait plein de titres comme ça où il y en avait qui trouvaient des titres qui faisaient x2, x3, ou d'autres qui étaient divisés par deux. Donc, des fois, ça pouvait créer des choses, tu vois, pour dire, les titres, tu les as pas bien choisis, un tel, il choisit mieux. Donc, il faut réussir vraiment à mettre les choses vraiment devant soi pour en discuter calmement, voir les arguments pour contre et essayer de ne pas avoir de regrets. Et souvent, une bonne question à se poser, c'est si on me vend tout mon compte titre, est-ce que je reprends les mêmes titres? Moi, je C'est une reprendrai vraie peu question jouer à se poser invest. souvent. Moi, je mets pas peu jouer invest là dans les titres. Mais imagine, on liquide tout ton PEA. Qu'est-ce que tu reprendrais? Peut-être pas les mêmes titres. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas fait forcément le meilleur choix. Oui, oui, c'est sûr. Oui, forcément, les nanars, t'as pas envie de les reprendre, hein, c'est sûr. Ou des fois, ce que je fais, moi, quand j'ai un nanar, je garde une toute petite position pour me rappeler du nanar. Quand je le vois s'afficher, ça m'énerve. Je dis plus jamais ça. Ouais, ouais, je vois. Ok. Et alors, tu as encore d'autres choses à part ce club, donc ces pièces, ces pays, ces Est-ce que j'ai spaghetti loupé? Ah, cuisine. je me suis amusé à acheter du street art, donc je m'achète des sérigraphies numérotées. Ok. Et donc, au final, si on fait le cumul de tout ça, ça fait quand même du coup pas mal d'argent. Et c'est quoi ton but en fait à ce stade-là? Parce qu'au début, je suppose que tu voulais voilà, tu voulais gagner du pognon. Là, tu commences à en avoir pas mal. Tu veux aller comment avec cet argent en fait? Tu veux en avoir toujours plus pour le transmettre à tes enfants? Tu voudrais, je sais pas, lâcher ton boulot à un moment donné plutôt que la retraite, passer à mi-temps, ou c'est une sécurité financière, ou est-ce que tu as réfléchi en fait
Ou t'emmènes un peu tout cet argent, tout ce patrimoine? Ben, je pense que dans le cheminement, j'aime bien gérer, donc de gérer, le faire fructifier, ça me fait plaisir, de voir ça. C'est pas forcément avoir l'argent qui fait plaisir, mais c'est, voir que je fais une bonne gestion. Ouais, on va dire la distraction, l'espèce de challenge un petit peu C'est ça, intellectuel, plus un c'est côté ça, sécurisant, voilà. Ok. c'est ça. D'où le fait d'avoir diversifié à mort. Euh, Après, on comprend la logique, parce que tu te dis, ouais, s'il y a une merde avec un assureur, au moins là, j'ai pas trop d'argent sur cet assureur-là, ce que tu expliquais. Tout Ouais. à fait, tout à fait. Et c'est aussi avoir une espèce de liberté, en fait. Dans le boulot, je peux pas me dire, putain, si je suis viré ou si j'ai un problème, ça va être compliqué. Donc, je peux dire ce que je pense, en fait. Et ça m'a aidé à être plus performant dans le boulot et à être mieux vu et mieux apprécié. J'ai pas peur de tenir une position différente. Voilà, j'ai pas besoin de l'argent de la boîte forcément à la fin du mois pour survivre. Donc ça déjà, ça m'a libéré, je dirais un peu plus dans le boulot. Ça m'a permis d'être plus performant. Voilà, de pouvoir dire un peu ce que je pense et de pas forcément me dire j'ai une liberté si je veux arrêter, peut-être que je pourrais. Et me dire que si dans le boulot je ne m'éclate pas ou si je trouve pas ce qui me plaît, bah, je pourrais lever le pied ou arrêter. Donc avoir D'accord. ça en tête, ça enlève un poids, je trouve. Donc j'y vais, je fais le boulot que j'ai envie et voilà. Et là, à Paris, t'es dans, enfin, Paris ou en Île-de-France, je crois que t'as dit plutôt Paris pour être à côté de bonnes écoles pour tes enfants. T'as un gros appartement ou est-ce que tu t'es J'ai déjà une posé? maison en banlieue parisienne Ah proche. ouais, ah mais c'est ça, t'as dit une million de banlieue parisienne. Ok. Ouais, donc du coup, tu te poses pas vraiment la question de dire je liquide un peu puis je rachète un truc plus gros. T'as déjà une maison, quoi. Bah, j'ai déjà fait l'opération en fait. Une des bonnes opérations financières que j'ai pu faire, c'était en immobilier. Euh, quand je me suis marié, la pression de madame pour acheter un bien, pour la famille, etc. Je me suis dit, zut, payer un bien à Paris, je me sens mal. Et j'ai cherché par tous les moyens à acheter dans un coin bien et payer le minimum. Et j'ai trouvé une solution, bon, assez dure à mettre en œuvre, mais qui a marché, c'était acheter un logement social avec une décote. Donc, j'ai pu faire cette opération il y a quelques années. Donc, j'ai pu Alors acheter un attends, attends, bien. attends, que je comprenne bien, parce qu'il était déjà occupé par quelqu'un. Non, non, en fait, tu as une loi par rapport aux logements sociaux où les bailleurs peuvent vendre des biens qui sont anciens. Ils peuvent le vendre soit à leurs locataires, soit à d'autres personnes locataires du parc social. Donc, tu as une espèce de liste de priorité. Donc, en numéro un, c'est le locataire du logement lui-même. Après, c'est le locataire du bailleur du département. Et la liste, elle se déroule, tu vois. Et à la fin, tu as une personne lambda qui peut acheter. Mais il est vraiment à la fin de la liste. Donc, tu as une liste de priorités, genre le gardien, le locataire du bien, ainsi de suite. Et moi, j'étais locataire d'un logement intermédiaire. Donc, j'étais dans le milieu de la liste. Donc, j'ai essayé avec ça d'acheter un bien dans une ville, je dirais, une belle ville du 92. Et j'ai réussi à l'avoir. Donc, j'ai payé le bien facilement 30% moins cher que dans le privé, avec des frais de notaire. Enfin, on dit frais, c'est plutôt des taxes, limitées à 1% de la valeur du bien. Donc, j'ai fait une opération financière exceptionnelle. Et après, effectivement, j'ai acheté plus grand, mais grâce à la plus-value faite dans cette opération, j'ai pu faire mon achat plus grand après. Sinon, j'aurais pas pu. Mais je savais même pas qu'il y a des maisons en bailleur Alors, j'avais social, comme acheté, tu décris. j'avais acheté un appartement, et ça m'a permis de financer après l'achat de la maison. D'accord, ok, je comprends. Je vois. Et donc, ouais, donc en fait, là, avec ton argent, tu vas le faire grossir et puis t'as pas d'espèce de limite ou quoi que ce soit. Tu t'es pas dit, je sais pas moi, 2 millions, je fais quelque chose, à 3 millions, je fais quelque chose. C'est la Non, distraction, je quoi. pense que je vais peut-être viser d'arrêter, peut-être travailler à 50 ans ou de faire une activité différente ou peut-être de changer d'ici 5 ans. Si, voilà, faut que je vois comment la vie pro va m'animer, m'intéresser, ainsi de suite, pour voir ce que je vais en faire. Mais au moins, j'ai ça comme matelas pour me dire, tiens, je peux me prendre 1 an ou 2 ans, me former, faire autre chose, ou voilà. Et je pense après, peut-être par rapport aux enfants, le problème, c'est de les éduquer à voilà, savoir l'utiliser ou le recevoir. Et je pense qu'il y aura malheureusement de plus en plus d'inégalités.
où si les enfants commencent avec plus de chance dans la vie, bah, ça va être dur de rattraper le travail en fait. Et le travail, je vois au fur et à mesure des années, c'est pas forcément ce qui paye le plus. Et voilà, les inégalités de patrimoine vont s'accroître. Et le travail ne permet pas de rattraper ça. Ouais, c'est ce que je sens aussi, et puis c'est ce qu'on entend des fois dans les podcasts, en effet, que au fur et à mesure, les avantages patrimoniaux acquis sont de plus en plus importants pour déterminer ton patrimoine actuel. Bah, ça revient un peu comme c'était un petit peu au XIXe siècle, hein, c'est malheureux, mais voilà, ta vie va être définie à la naissance par ce que tu as, en fait, presque. Mais on prend ce chemin-là chaque année, on va dire. Mhm. Du coup, je voulais te demander aussi, bah, comment tu occupes tes journées ou comment tu te distrais. Donc, bon, bah, la semaine, tu travailles, mais qu'est-ce que c'est tes passions par exemple, le week-end ou pendant les vacances? Parce que j'aime bien savoir, moi, comment les gens se distraient en dehors, du coup, de ta collectionnite d'investissement. Est-ce qu'il y a une activité que tu aimes bien faire ou voilà, un truc de geek, enfin, bref, quelque chose qui te passionne? Un truc de geek. Bon, des fois, je joue à des jeux vidéo, plus de stratégie, et j'écoute en même temps des podcasts. Bon, j'aime bien comme podcast. Bon, il y a Thinkamio qui est pas mal, mais des fois, ça plombe un peu le moral avec les sujets qu'il traite. J'aime bien les sujets du Collège de France, un peu sur l'histoire ou les techniques. Des sujets assez longs, tu vas dans le détail et tu découvres des choses passionnantes par des gens qui sont passionnés et expertes. Et je vais aussi faire un peu de sport. Là, je me suis remis à différents sports. Donc, je pense que c'est bien de faire du sport régulièrement pour être bien et pour pouvoir attaquer toutes les choses de la vie avec dynamisme et force. Donc, avoir une activité régulière, c'est bien. J'aime bien la course à pied. J'aime bien un peu le tennis de table. Donc, bon, j'aime bien faire un petit peu de tout ça. Puis les voyages, découvrir des pays différents quand on peut. Parce qu'effectivement, avec le monde géopolitique qu'on connaît, bah, il y a des destinations où tu ne pourras plus aller. Donc voilà, faut découvrir les pays quand on peut le faire et en profiter. Est-ce que tu as des... Alors, je crois que c'était soit... Tu voulais que j'ajoute cette question-là à mon script. Est-ce que tu as des livres préférés, soit de fiction, des romans, ou soit de non-fiction? Alors des livres, alors peut-être plusieurs. On commence par les Là, romans. Allez, est-ce qu'il y a des romans que tu aimes bien ou que tu penses que c'est des game changers quand tu les lis? Voilà, je sais pas moi, tu te reconnais dans le personnage ou t'es galvanisé ou que sais-je. Voilà. oh, les romans que j'ai bien pu aimer, enfin en général, t'es marqué par des romans comme ça dans ton adolescence. Moi, j'avais bien aimé les choses de science-fiction avec Dune. Bon, c'est un peu plus d'actualité avec les films récents. J'avais bien aimé Dune, voilà. C'est une saga assez longue avec plein de rebondissements, plein de réflexions. Ça, c'est plus pour les romans. Peut-être dans les livres, plus de développement personnel. J'avais lu un livre sur la négociation de Chris Voss. Donc, c'est un ancien négociateur du FBI, je crois. Et en fait, j'étais dans le bout à l'époque de bon, mon salaire me plaît pas, les conditions me plaisent pas, il faut que je négocie mieux. Donc, je m'étais formé sur la négociation et ce livre, au pire, je pourrais peut-être le rajouter en bas du podcast. C'est un livre voilà, de Chris Voss sur la négociation. Donc, ça m'avait bien apporté. J'avais aussi lu un livre jeune un peu plus vicieux qui s'appelait Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Bon, ça, je trouvais ça intéressant quand on est jeune de partir avec ça pour comprendre effectivement qu'il y a plein de situations où on peut se faire manipuler. Il y a plein de techniques. Donc, c'est pas forcément pour aller faire soi-même de la manipulation, mais c'est pour ne pas en être victime. Donc ça, c'est, je pense, un livre intéressant à lire pour savoir se défendre sur toutes les manipulations qui peuvent exister dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, partout. Je crois que je l'ai lu en plus, ce livre-là. Alors, je sais pas si c'est dans celui-là, mais je crois qu'il y en a un où déjà il alerte sur le fait qu'un graphique, quand l'ordonné par pas de zéro, mais par à partir de, je sais pas moi, 100, 200 et par pas de zéro, déjà ça fait des graphiques qui ont une impression visuelle qui est faussée.
Je sais plus si c'était dans ce livre-là ou quoi, mais C'est pas impossible, ah ouais, je me rappelle plus de celui-là. ça me dit quelque chose. Ok. Et donc il y a ce livre sur les négociations, le livre pour prévenir les manipulations. T'en as un autre en tête? J'en avais un, non. Ah, t'as pas assez préparé le podcast là, Pierre. Si, alors je me rappelle, il y en avait un qui avait été cité par le patron de Total et que j'avais lu après coup. Il s'appelle Propos de OL Barenton, confiseur. C'est un truc un peu de management général qui date d'il y a 50 ans, 100 ans. Donc, j'avais trouvé ça simple et efficace et qui n'a pas trop vieilli. Donc c'était assez marrant à lire. Il faut que je le relise. Euh, voilà. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a des thématiques que tu veux aborder dans le podcast ou tu penses qu'on a fait le tour et qu'on peut arriver à la conclusion? Bah, je pense qu'on a fait le tour, à part si tu vois quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui pourrait être intéressant. Non, non, mais j'ai déroulé mon script, alors voilà, je suis content. Alors, la dernière question un peu piège. Donc déjà, est-ce que tu te considères comme un investisseur heureux? Je pense que oui, oui. Heureux par les expériences passées, à la fois heureuses et malheureuses, parce faut avoir des deux. En fait, si on a que des choses bien qui arrivent, on est grisé, on se sent tout puissant. Donc, il faut des fois avoir des expériences moins heureuses pour mieux apprécier la vie de façon générale. Donc voilà, faut apprendre de ça. Donc, je suis heureux, pas forcément de là où je suis arrivé, mais du chemin parcouru. Donc, avoir pu apprendre les différentes choses, échanger sur le site avec la communauté, découvrir des gens très, très divers et variés. J'ai beaucoup appris avec tous les membres sur plein de sujets différents. Donc, c'est vraiment génial de pouvoir progresser avec tous ces échanges. Et puis, ce qui est bien, c'est des choses que je m'en moquais complètement il y a 10 ans. Par exemple, la partie sur l'immobilier. Ben là, comme j'ai acheté en début d'année un studio, bah, je vais pouvoir apprendre de la communauté sur comment gérer son bien. Donc, il y a toujours des choses à apprendre. Donc, je pense que le chemin était bien et voilà. Donc, oui, un investisseur heureux, certainement. Ok. Et est-ce que tu te définis également comme heureux d'une manière générale, même si le terme commence à être un petit peu galvaudé peut-être avec toutes ces histoires de développement personnel, de courir après le bonheur, tout ça. Est-ce que là, intuitivement, je te pose la question, je te dis, est-ce que tu es quelqu'un d'heureux? Est-ce que tu vas répondre oui, non, perfectible? Euh, Perfectible. Après, peut-être que dans la vie pro, je suis pas entièrement satisfait, mais bon, après, bon, des fois, effectivement, comme tu dis, il y a une espèce de la pression avec tous les podcasts, les livres, partout, les injonctions au bonheur. Enfin, on est un peu submergé pour nous vendre plein de choses et là, je peut-être des fois penser aux choses que j'ai pas, mais voilà, si je prends le recul et que je vois ce que j'ai pu faire, où je vais et ce que j'ai, non, non, la situation elle est plutôt très bonne, donc faut en être content. Ah, il faut en être content, tu vois, c'est bizarre, t'emploies le terme faux. Mais ouais, sur le boulot, alors moi, ce que j'ai compris, donc en gros, dans le boulot, il y a la proximité, est-ce que c'est près de chez toi ou pas? Donc, c'est le temps de trajet que tu vas mettre, parce que voilà, c'est forcément un boulot où tu mets 5 minutes à pied pour y aller, ou un boulot où tu vas mettre 1 heure et demie pour y aller en transport en commun. C'est pas la même vie. Donc déjà, il y a ça. Il y a ton chef et tes collègues, donc c'est l'environnement à peu près général de travail. Est-ce que le boulot a du sens? Est-ce qu'il est bien payé? Et est-ce que tu as une évolution de carrière possible? Donc en gros, voilà, c'est 4 ou 5 critères. Et de mon expérience, t'as jamais tous les critères en même temps. Donc il y a toujours un truc qui va pas. Soit tout est bien, mais c'est trop loin. Soit c'est prêt, mais il n'y a pas d'évolution de carrière. Soit voilà, tout va bien, mais en fait, ton chef c'est un gros con. Et au final, l'espèce de cible jackpot, on l'a pas. Donc, Euh, c'est je suis ça. d'accord avec toi. C'est difficile de tout avoir en fait. Il faut savoir, comme on dit, choisir, c'est savoir renoncer. Donc il faut renoncer à un des critères en fait. Donc je pense que dans le dernier job, j'ai fait le choix de renoncer plus à ce qui est le critère perspective.
comprends, ouais. Et d'autre part, en plus, donc là, t'es marié avec des enfants, ça complique encore parce que du coup, la zone géographique est un peu liée aussi à ta femme ou à tes enfants, alors que moi, qui étais déjà tout seul et donc qui avait une liberté dans le choix de mon job, j'ai jamais réussi à avoir tous les critères. Et pourtant, j'en avais pas mal. Donc, C'est pour ça que tu dis, c'est choisir, c'est renoncer en fait. Donc moi j'ai choisi, voilà, je prends en fixe le critère géographique et je négocie sur le reste pour voir qu'est-ce que je lâche ou qu'est-ce que je prends. Donc je pense que je remplis les bonnes cases. Le salaire, je pense que j'ai un salaire top, mais par contre, effectivement, l'inflation, enfin le salaire par rapport à l'inflation n'a pas forcément suivi, mais je suis parti des niveaux élevés, donc dans l'absolu, je peux pas me plaindre. Les chefs, les collègues, c'est top. Les sujets, c'est même mieux que ce que j'ai eu à l'embauche, en fait. Les sujets sont devenus de plus en plus intéressants. C'est juste au niveau perspective, effectivement, je pense que c'est un peu bloqué parce que je suis à un niveau peut-être proche de la direction, à un niveau d'expert. Donc, pour gravir plus, ça va être compliqué, en fait. C'est plus ça qui peut être le point gênant. Mais la boîte, elle est géniale. Les sujets sont très d'actualité. C'est vraiment top de ce point de vue-là. très bien. Bah écoute, merci Pierre, aka Super Pognon, pour ton temps et donc pour avoir participé au premier podcast. On verra si ça génère des vocations, parce que sinon il n'y en aura pas beaucoup d'autres des podcasts. Et donc, bah merci à toi et à tous ceux qui écoutent. À bientôt. Merci, Philippe. Salut. Salut.